Vous, quand vous avez finalement eu cette chance de découvrir ces éléments-là, puis de vous dire je vais finalement les révéler par le biais de ce livre, c'est quoi c'est quoi le sentiment qui s'exprime à ce moment-là? C'est le fait de se dire on a un peu un rôle de passeur, on a un peu des fois de se dire est-ce que je n'en dévoile pas trop? J'ai pas eu le temps, quand j'ai rédigé ce livre, j'ai pas eu le temps de me poser ces questions. Parce que tout d'un coup, on est au mois de septembre de l'année dernière, tout d'un coup, on me donne, je devais faire un livre sur simplement d'abord l'histoire de Losey, donc j'avais un certain nombre de documentation, et je voulais faire quelque chose d'assez vulgarisé, parce qu'il existe déjà des histoires de Losey, mais des livres très pointus d'historiens, et c'était pas mon objectif. Je voulais faire une histoire populaire, que tout le monde puisse connaître. Et puis, donc, à partir du moment où je reçois tout d'un coup un tas d'archives inconnues, mon livre prenait une nouvelle orientation, une première partie, certes, de Losey, et une deuxième partie, donc, sur cette histoire des jeunes juifs de la Sainte-Baume. Donc, il a fallu que, d'abord, je découvre ces documents, que je les lise, que je m'en imprègne. Là-dessus, donc, il y avait des témoins qui existaient toujours. Il a fallu que je retrouve ces témoins pour que je reconstitue le parcours. Comment ces jeunes filles se sont retrouvées à Losey, comment elles se sont converties, qui s'est converti, les retrouver, leurs témoignages. Donc c'est un travail tellement long, 10-12 heures par jour, que j'ai pas eu le temps. C'est qu'aujourd'hui que je commence à réaliser, si vous voulez, l'importance et l'ampleur de cette histoire, puisque à partir de ce livre, c'est impensable. Il y a peut-être plusieurs justes, peut-être, je dis, qui vont être reconnus comme... Vous n'êtes pas votre premier coup d'essai, c'est pas votre premier livre, bien évidemment. Mais est-ce que ce livre-là a l'histoire qui semble être complètement folle de cet enchaînement comme ça de circonstances puis de rencontres, fait qu'il a peut-être quelque chose de très particulier à vos yeux et peut-être un peu de mythique Un peu mythique. Début août, je vous dis, vous l'avez dit 44, on a retrouvé les documents montrant que pour le 20 août, une descente en force de la Gestapo était prévue pour la Sainte-Baume. Le 15 août, c'est le débarquement. Elles ont eu la vie sauve à 5 jours près. À 5 jours près, c'était une nouvelle maison d'Isieux. J'ai retrouvé la personne qui les a amenées de Grenoble en pleine nuit à la Sainte-Baume, et j'ai retrouvé son témoignage, et je crois que ça vaut la peine de vous raconter ce qu'elle me dit. Voilà ce qu'elle me dit, la personne que j'ai retrouvée. Donc, presque toutes les demi-heures, les soldats allemands passaient et repassaient dans le train. Quand elle les voyait circuler, les petites ne bougeaient plus, elles étaient blêmes. À cause de leur accent, elles ne parlaient pas, c'était trop dangereux. Il s'agissait certainement de soldats ordinaires de la Wehrmacht. Ils ne se sont rendus compte de rien. En tout cas, nous n'avons pas dormi une seule minute, mais tout s'est bien passé. Une fois arrivés à la gare de Marseille, nous avons pris un car jusqu'à Plan-d'Ops, et après 500 mètres, j'ai remis les enfants au père Pipreux-d'Allôme. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas comment ces fillettes n'ont pas paniqué, et surtout comment les Allemands ne se sont aperçus de nous. En tout cas, ce qui apparaît évident, au travers de ce que vous nous racontez, puis j'imagine au travers de ce qu'on va découvrir dans le livre, pour ceux qui auront la chance de le lire, c'est qu'il y avait une figure, ce prêtre-là, comme beaucoup de gens qui sont intervenus dans cette période très, très trouble, avait finalement incarné quelque chose de peut-être d'assez mystique et peut-être finalement il l'a fait, j'imagine, sans cette pensée-là, et il l'a fait tout simplement, mais au final, c'est peut-être ça qui a provoqué, comme vous le disiez, la conversion, c'est cette figure. Oui, pour lui faire plaisir, ce que m'a dit Marie, d'une part, et puis elle m'a dit on a une reconnaissance peut-être aussi. Oh, tout à fait, et puis on avait peur, tout ça. Ouais. Et alors que lui était un peu, au début, était un peu elle m'a dit, c'est ça, désarçonné. Quelqu'un qui est désarçonné, c'est pas quelqu'un qui a envie. Pas raison, il va essayer. Je vais essayer de... Après, peut-être, je sais pas, mais au départ, ça n'a pas été ça. Au départ, non. Mais après. Et puis j'imagine aussi, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, qu'on est peut-être malvenu des dizaines d'années après, de venir juger peut-être une situation qui souvent est propre à des circonstances bien particulières. On a plus de recul pour être assez bien. C'est ça. Mais certains, tout le monde non, parce que là, à l'heure actuelle, certains pensent que... Votre objectif n'est peut-être pas pour juger. Oui, pas pour juger. Moi, je ne veux pas juger. D'ailleurs, le père Pipreux-d'Allôme, c'est quelqu'un qui me l'a répété. Père lui demanda à quelqu'un qu'il appréciait et connaissait son action de sauvetage. Parlez, écrivez, défendez-vous. Non, c'est inutile. Je n'ai pas fait ça pour en retirer un profit, répondit-il. Il ne parla ni n'écrivit. Le père Pipreux-d'Allôme s'est éteint en 1963.
Ta-da-dee-ba-da-da-doo, ta-da.